Pour terminer cette journée très intéressante et très enrichissante, on peut dire que pour résoudre l'équation gestion de l'eau et des milieux aquatiques et aménagement du territoire, la législation et la réglementation sont fortement enrichies ces dernières années. Mais il faut que leur utilisation soit analysée en termes de réponses pertinentes par rapport à un problème à résoudre. En ce sens, l'approche présentée par le bureau BGAT est intéressante avec l'exemple de la trame verte et bleue. D'une part, on a des prescriptions de construction pour ne pas faire obstacle au passage de la faune, mais d'autre part, on a les OAP qui comportent surtout des préconisations. Et l'OAP est devenu le principal outil de projet d'un PLU qui permet de rédiger des orientations sous forme d'objectifs et non pas simplement des règles strictes. Cela laisse de nombreuses possibilités pour l'intégration des enjeux concernant l'eau. Enfin, aspect intéressant de la présentation, la collectivité peut aussi mettre en œuvre des outils hors de la planification, mais qui vont concourir à justifier l'aménagement. Par exemple, la mémoire du risque et l'inondation. Les outils réglementaires ne sont pas les seuls, et s'ils sont un volet nécessaire, ils ne sont pas forcément suffisants à cette planification. Une autre difficulté à résoudre est souvent évoquée, celle de la compatibilité et la prise en compte des documents de niveau supérieur. C'est sûr que le bassin hydrographique n'est pas à la même échelle que la région, que celui du SCOT, que celui du PLU. Comment passer d'un niveau à un autre en respectant cette hiérarchie des normes tout en étant de plus en plus sur une échelle locale imposant des actions concrètes? Ce n'est pas simple et c'est pour cette raison qu'à chacun des niveaux, des guides et des boîtes à outils ont été élaborés pour répondre à cet objectif de transposition. Par exemple, le SDAGE, Rhône Méditerranée 2016-2021, puis celui de 2022-2027, a renforcé la place accordée à l'EBF, c'est-à-dire à l'espace de bon fonctionnement des cours d'eau. Plusieurs dispositions y font référence, mais surtout l'Agence de l'eau, comme ça a été précisé, a publié en décembre 2016 un guide qui s'appelle Délimiter l'espace de fonctionnement des cours d'eau. Comme nous l'avons vu, la région a également rédigé un guide pour la mise en œuvre des règles du STRADET dans les SCOT. Lors de la présentation a été abordée l'artificialisation des surfaces en parallèle à la consommation d'espace et à la prise en compte des risques, donc un thème transversal. Mais sa déclinaison dans le PADD, le DOO du SCOT et la méthode de calcul pour cette compensation à l'imperméabilisation des sols fait référence à un autre guide qui est celui du SDAGE. Autant dire que les guides ne manquent pas, même les préfets de coordonnateurs de bassin ou les services d'État publient des outils d'accompagnement. Par rapport à ça, il faut avouer que malgré ces documents fort utiles et indispensables, le travail local des gestionnaires des milieux aquatiques reste évidemment à faire. Ainsi, selon le SRADET, le calcul de la surface à désimperméabiliser l'existant fait appel à des critères faisant référence au diagnostic approfondi des enjeux liés à l'imperméabilisation, à la transcription dans le PADD de ces enjeux, aux objectifs ambitieux en matière de coefficient de biotope. Il faut prendre en compte tous ces éléments. Tout ceci confirme bien que le préalable à l'élaboration d'un document de planification reste la construction d'un projet de territoire exprimant des ambitions et une vision du territoire sur 10-15 ans. Celui-ci devra d'ailleurs être repris dans le PADD, donc c'est en le sens qu'il est essentiel, document clé de voûte du PLU. Ce projet repose sur un diagnostic et un état des lieux qui peut souvent nécessiter d'améliorer le niveau des connaissances, qui n'est pas toujours suffisante, et de prévoir des inventaires complémentaires. D'ailleurs, parmi les préconisations affichées des SDAGE, des STRADET ou des SCOT, il est souvent demandé, à juste titre, une analyse de la situation et des besoins. Le recensement des données du territoire est d'ailleurs une phase critique du diagnostic environnemental, car ça va être à la lumière des données complètes, précises et avérées que l'on peut atteindre une connaissance fine de son territoire sur de nombreuses thématiques. Ces données mobilisées se situent à la croisée de plusieurs champs d'investigation, la géologie, l'hydrologie, la biologie, l'écologie, la topologie. Donc c'est très, très important de réaliser cet inventaire selon ces différents thèmes. Le niveau de prise en compte de ces enjeux dépend aussi du niveau d'ambition et de sensibilité environnementale de la collectivité, en particulier des élus. C'est un élément, un facteur aussi essentiel. Une première phase consiste donc à sensibiliser les élus et les techniciens en fonction des enjeux environnementaux du territoire et de leurs projets pour les assister dans la définition de leurs priorités. Mais plus globalement, réussir la prise en compte de ces enjeux sur le territoire repose sur l'implication de l'ensemble des acteurs locaux, qu'ils soient décideurs, gestionnaires ou usagers de l'espace. Ceci impose une concertation, voire une co-construction tout au long d'une démarche qui doit être partagée. Chacun l'a connu, combien de projets d'aménagement ont été remis en cause suite à un diagnostic non partagé par les acteurs locaux. Comme cela a été évoqué, cette co-construction impose une mobilisation de tous les acteurs et renvoie à la composition du comité de pilotage qui va regrouper
l'ensemble des parties intéressées du territoire. À ce sujet, on a eu l'exemple du syndicat de Rivière des Sorgues qui était intéressant car il a été associé même s'il ne faisait pas partie des personnes publiques associées. Il doit l'être au titre de ses compétences et de ses émissions et de ses missions pour pouvoir les mettre en œuvre. Cette co-construction impose aussi un décloisonnement des services, on l'a évoqué à plusieurs reprises, pour assurer la transversalité, une approche intégrée avec des groupes de techniciens et d'experts qui ont des compétences différentes. Mais une autre question se pose dès qu'on a un projet, qui pilote et est responsable du processus engagé? Là encore, il n'y a pas de réponse toute faite car l'histoire et la situation locale sont à prendre en compte. Malgré tout, il y a une chose évidente, hein, et ça, il faut toujours s'appuyer sur un binôme politique, un milieu référent et technique, un chef de projet pour la réussite du projet. Et moi, je pense qu'il y a tous les projets importants, très importants en particulier, doivent être élaborés en mode projet. Mais il ne faut pas oublier cette question. Quels sont les moyens humains mis à disposition de ce projet? Parce que c'est un point essentiel qui est souligné d'ailleurs dans le rapport qu'on a déjà évoqué, qui a été réalisé fin de 2019 par l'IGA et le CGEDD, qui portait sur l'évaluation des conséquences de la mise en œuvre de la GEMAPI. Il indique qu'il faut mobiliser des moyens d'animation et conforter les expertises en interne et en externe, ce qui est une évidence, mais bon, dont il faut prendre conscience dans les différentes structures. Il indique par ailleurs que les profils hydrauliciens, hydrologie, prévention des risques sont souvent absents des structures maîtrise d'ouvrage locales, ceci permettrait de faire le lien avec le risque inondation, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Plus globalement, le génie écologique fait appel à des compétences en plein développement. On a l'exemple de l'aménagement de la continuité écologique du Luvone à Marseille qui montre bien que l'approche globale et intégrée volets hydraulique, écologique, morphologique et sociaux du site est la plus efficiente pour répondre à ce type de projet ambitieux et complexe. Par ailleurs, pour assurer la co-construction, il est important de prendre le temps de se former à la concertation et au contenu technique. Par exemple, le fonctionnement des cours d'eau. Il faut former les élus et les participants en réunion de concertation. La consolidation d'une culture commune autour de l'eau et des enjeux entre les acteurs de l'urbanisme et les acteurs de l'eau demande du temps. D'ailleurs, ça a été souligné par Laurent Rodet du syndicat des Sorgues. C'est une collaboration qui s'affine au fil des révisions, mais aussi c'est un travail de fond qui est à faire et à refaire à chaque changement d'interlocuteur. Pour un PLUI, c'est le service urbanisme ou aménagement qui organise la démarche, qui la pilote. Dans ce cas, tous les services doivent être mobilisés et apporter leur contribution, notamment les experts en gestion des milieux aquatiques. Mais au-delà, je pense qu'il est important que les experts en gestion de l'eau et des milieux aquatiques n'interviennent pas simplement à la demande du service aménagement, mais qu'ils en prennent aussi l'initiative. C'est essentiel. Ça a été le cas toujours pour le syndicat des Sorgues qui a délibéré pour être associé au SCOT et au PLU. Mais on a aussi l'exemple du Grand Lyon qui est intéressant à ce titre, puisque c'est lors d'un inventaire sur les techniques alternatives développées depuis 20 ans par le Grand Lyon, inventaire qui a été mené par le service eau pluviale et aussi suite à une modélisation d'une puissance tonale, qu'il a été décidé de faire partager toutes ces informations à tous les services. De là est né le projet transversal de Grand Lyon qui s'appelle Ville perméable. Cela a permis, entre autres, de recenser les techniques possibles et celles déjà expérimentées, de faire travailler tous les services sur des projets réels, de proposer des formations à tous les services, de proposer des guides par type d'espace public, voirie, parking, vélo, place. Je pense qu'une initiative similaire, celle de partager avec tous les services un inventaire des milieux aquatiques et des solutions fondées sur la nature mises en œuvre, participerait efficacement au développement d'une approche intégrée et d'une culture commune. Par ailleurs, concernant la mise en œuvre des objectifs inscrits dans les documents de planification, on a souligné l'importance cet après-midi et la nécessité de mettre en place une politique foncière. Si la propriété foncière est la meilleure garantie, c'est évident, chacun s'accorde sur la difficulté d'acquérir un bien, sauf par exemple en cas d'ENS avec le droit de préemption comme évoqué par Jérôme Richard du PNR du Luberon. En fait, des pratiques de conventionnement avec la SAFER permettent de fiabiliser et d'accélérer la démarche, mais d'autres dispositifs peuvent être mobilisés. C'est pour cette raison que le législateur a d'ailleurs instauré une nouvelle servitude dans la loi MAPAM, servitude qui se substitue à l'expropriation jugée trop longue. De même, nous l'avons vu avec Julie Barbin du CNE,
Les outils contractuels comme les obligations réelles environnementales présentent aussi l'avantage de prescrire des usages attachés au foncier sans passer par la confiscation de cette propriété, ce qui est plus souple et plus rapide, quelques mois, tout en étant aussi efficace. Enfin, je l'ai évoqué, mais il faut le rappeler en finale, s'il faut conforter les expertises en interne et en externe, c'est aussi pour acculturer les élus sur ces problématiques de gestion de l'eau et des milieux aquatiques, en lien avec l'aménagement du territoire. Les services participent à cette acculturation des élus. Les nouvelles équipes élues récemment montrent quand même une sensibilité peut-être plus importante à ces sujets, et j'ai constaté dans mon ancienne collectivité, bon, c'est un exemple personnel, que le premier vice-président n'était plus affecté à l'économie, comme les mandats précédents, mais que c'était une vice-présidente affectée à la transition écologique. Pour moi, c'est peut-être un signe encourageant pour l'avenir. Je vous signale également que début novembre, l'ADEME a présenté son parcours élu, destiné à accompagner les maires, les présidents d'interco et leurs équipes dans la mise en œuvre des politiques environnementales. En même temps, l'association Amorce vient tout juste de publier 3 guides à l'attention des élus locaux, donc pour développer la transition écologique à travers les déchets, l'énergie et l'eau. Et je finirai par un célèbre proverbe africain: tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Merci de votre attention.